Salut, c'est Philippe de Mediacom TV. Aujourd'hui, nouvel épisode de la série Parlons-en, dans lequel nous allons parler de crise et plus particulièrement de communication de crise. Et pour échanger autour de ce sujet, j'ai fait appel à Laurent Perron. Après avoir exercé 23 ans au sein de PME et également dans de grands groupes, tant en France qu'à l'international, Monsieur Perron a choisi de mettre son expertise au service des entreprises en créant sa société de conseil et de formation en communication Evoxia. Je vous souhaite un très bon visionnage. Monsieur Perron, bonjour et bienvenue sur Mediacom TV. Je vous remercie d'avoir accepté mon invitation. Ma première question est toute simple. Quelle est votre définition de la crise ? On peut définir une crise comme un événement majeur, donc qui peut intervenir soit de façon inattendue, on pourra prendre des accidents industriels par exemple, soit une situation qui se dégrade, qui se détériore fortement et qui va mettre en danger une installation, une activité, des biens, des personnes. Donc on parle de choses majeures qui peuvent aller jusqu'à la mise en danger de la viabilité de l'entreprise dans certains cas, donc avec des conséquences qui peuvent être soit financières, soit humaines, soit aussi des enjeux en termes d'image et de réputation de l'entreprise. Alors du coup, concrètement, comment se matérialise une crise dans une entreprise ? Et d'ailleurs, est-ce que toutes les entreprises sont concernées ? Alors potentiellement, on peut considérer que quasiment toutes les entreprises sont concernées. Bien évidemment, ça dépend de l'activité, mais on va voir qu'il y a des familles de crises qui potentiellement peuvent concerner beaucoup d'entreprises. On peut commencer par une crise qui est la crise de type social, qui celle-là est vraiment transversale. Et on voit que ces crises sociales, souvent, sont le résultat d'une détérioration d'un climat social. On en a eu l'illustration récente avec la crise sociale d'Air France. Et donc cette fameuse réunion durant laquelle le DRH a perdu sa chemise qui a été déchirée. Donc là, c'est un type d'entreprise qui potentiellement concerne tout le monde. D'autres crises vont être plus allouées ou plus fréquentes dans certains secteurs d'activité. Je pense aux crises de type industriel, sur des sites de type Seveso, de type ICPE, donc très réglementés, avec des risques d'explosion, d'incendie. Et donc là, on voit bien que tout ce qui est industriel, potentiellement, peut avoir des risques spécifiques. Une autre crise type de crise qui concerne beaucoup de types d'entreprises très différents, c'est la crise de type environnemental, et on en a une illustration toute récente avec la destruction d'un barrage et une coulée de boue énorme contenant des métaux lourds, donc issus de mines au Brésil, qui a noyé plusieurs villages et fait de nombreux morts. Donc ces crises environnementales sont aussi potentiellement peuvent s'appliquer à pas mal d'entreprises. Puis il y a un dernier deux autres types de crises qui sont aussi assez transversales, c'est les crises liées à la qualité des produits. Oui. Cas typique actuellement, Volkswagen. En fait, il y a un défaut sur le produit, en l'occurrence les moteurs, et donc un logiciel qui a été trafiqué concernant les émissions d'oxyde d'azote. Et donc là, on a un vrai problème de qualité produit. Donc là, ça concerne potentiellement la qualité de tous les produits. Et puis une crise aussi assez transversale, c'est l'aspect logistique, transport, avec les accidents de la route, les accidents ou d'avion, de transport en camion ou en train, qui potentiellement peuvent concerner beaucoup d'entreprises. Alors, il y a eu une crise malheureusement concernant le domaine du transport, qui est ce fameux bus en Gironde, qui a fait une 50aine de morts il y a quelques semaines, mais qui peut concerner la logistique au sens très large. Donc vous le voyez, finalement, on peut retrouver potentiellement une crise dans quasiment toutes les entreprises. Toutes ces entreprises sont-elles suffisamment sensibilisées à ces risques de crise selon vous ? Quels outils, quelles méthodes mettent-elles ou devraient-elles mettre en place pour, on va dire, favoriser la meilleure anticipation de ces risques ? Alors en fait, on est en France dans un pays de culture latine, et donc qui dit culture latine dit pas forcément une grande anticipation. Et c'est vrai qu'on se rend compte, pour des entreprises de taille moyenne, des PME, ETI, on commence à être plutôt structuré. Grand groupe, souvent, on est assez structuré en gestion de crise, mais pour des PME, on voit un niveau de sensibilité qui n'est pas forcément très élevé.
y compris dans des secteurs qui potentiellement peuvent être sensibles de par l'activité des entreprises. Et les choses sont en train de changer ou... Oui, alors moi je trouve qu'elles sont en train de changer pour plusieurs raisons. La première, c'est que la crise est de plus en plus visible dans les médias. Il n'y a pas de mois où potentiellement on ne parle pas d'une crise, qu'elle soit politique, sanitaire, environnementale, industrielle, qualité produit, finalement, ça commence à faire partie de notre quotidien médiatique. Donc forcément, les gens réalisent les conséquences aussi en termes d'image, qui sont importantes. Autre chose, on se trouve pour de nombreuses entreprises dans des processus de certification, avec les normes par exemple ISO 9001. Et la dernière version de la norme ISO 9001 pose un certain nombre de questions concernant la gestion de crise. Donc quand on rentre dans ce processus de certification, souvent en parallèle on se pose la question. Et donc du coup je préviens les internautes, il serait un peu trop ambitieux de parler de la résolution de crise dans le temps qui nous est imparti. C'est pourquoi Monsieur Perron et moi-même avons décidé de, on va dire, traiter la résolution de crise sous l'angle de la communication. Oui. Alors justement, quelle est la place de la communication dans la résolution de crise ? Alors la communication est une composante essentielle de la gestion de crise. Alors selon les estimations, on considère que ça fait 60, 70, voire 80% aussi lié à l'importance de l'impact, lié à la communication, bonne ou mauvaise d'ailleurs, dans cette gestion de crise. Alors en fait, la communication, il va y avoir une communication en amont de la crise, c'est-à-dire déjà se préparer. Si jamais il devait y avoir une crise, comment on est organisé ? Est-ce qu'on a une cellule de crise ? Ce mot qui dans l'inconscient collectif a plusieurs fantasmes. Alors, je sais pas, j'utiliserai pas forcément le terme de fantasme, mais qui en tout cas dans l'imaginaire est quelque chose d'un peu abstrait, très lointain. Et donc est-ce qu'on a une cellule de crise ? Dans le cadre de cette cellule de crise, est-ce qu'on a des porte-paroles qui sont identifiés, qui vont prendre la parole dans les médias ? Ces porte-paroles, est-ce qu'ils ont été entraînés à parler aux médias ? Puisque c'est quelque chose qui s'apprend. Est-ce qu'on a également quelqu'un qui va se dédier pendant la gestion de la crise à la résolution, à l'expression de la communication pour l'entreprise, en interne pour les salariés, en externe vers les politiques, vers les parties prenantes au sens très large, les associations, les voisins. Donc il y a une composante importante à préparer en amont. Est-ce qu'on a les données à jour de l'entreprise ? Est-ce qu'on a une présentation simple pour des gens qui ne sont pas spécialistes de votre activité ? Autant de questions à se poser avant la crise. Puis bien évidemment, le jour où une crise se déclenche et on active dans le jargon la cellule de crise, là il est évident que c'est plus le moment de se poser des questions existentielles, au sens où il faut aller vite. On a un temps très court et il faut des décisions rapides, concises, claires. Et donc tout ce qu'on aura fait en amont nous aidera d'autant à être concis et clair pendant cette période, avec une logique de type un peu militaire. Des rôles, des règles très précises, avec chacun une tâche qui permet d'être efficace dans un temps très court. Dernier point, c'est l'après-crise, où là aussi la communication est importante vis-à-vis des médias, vis-à-vis des voisins, vis-à-vis des politiques, à l'issue de la crise. Alors donc justement, vous parlez de l'après-crise. J'ai l'impression que c'est un temps dont l'importance est souvent minimisée par les entreprises. Est-ce que vous avez pu vérifier cela et est-ce un tort ? Ce qui est important quand même, c'est de vraiment prendre le temps, à l'issue d'une crise, d'en tirer des enseignements. C'est culturellement quelque chose qui n'est pas forcément habituel chez les Français, qu'il est plus, par exemple, chez les Anglo-Saxons, qu'il est plus aussi dans des activités comme l'armée. On va parler de débriefing, on entend souvent parler de ça après des prises d'otages, on va faire un débriefing. Eh bien, cette culture du débriefing ou du retour d'expérience est essentielle. Elle est essentielle parce qu'elle va permettre de comprendre peut-être la cause et l'enchaînement qui a conduit à l'apparition de cette crise. Parce que souvent les crises apparaissent, c'est un peu une conjonction de plusieurs causes. Et donc essayer de comprendre ce qui a amené à cette crise. Pourquoi ? Dans une logique d'amélioration continue, pour faire en sorte que ce qui s'est produit ne se reproduise pas. Quels enseignements on en tire ? Quelle amélioration on peut apporter pour que ça ne se reproduise pas ? Ça, c'est la première composante. Importante. Donc ça va être plutôt une logique de type interne, de compréhension de ce qui s'est passé et de trouver des axes d'amélioration. Puis il y a une logique externe, ça va être de restaurer la confiance. On peut prendre le cas de Volkswagen, c'est évident qu'une fois que la crise sera résolue, le groupe Volkswagen va devoir retisser la confiance vis-à-vis des autorités, des labos ou des laboratoires qui vont tester ces moteurs, de la société civile et de ses clients, par exemple. Et donc la restauration de cette confiance est un élément essentiel. Il faut retisser la confiance après une crise.
Très bien, merci. Et je souhaitais également parler de l'impact des réseaux sociaux et des médias sociaux plus généralement sur la communication de crise. Est-ce que l'émergence des réseaux sociaux ont eu un impact négatif sur les entreprises en termes de communication de crise? Alors, les réseaux sociaux et les médias sociaux au sens large font partie de la nouvelle donne de la gestion de crise depuis 10 ans, je dirais. Ça s'est très largement développé. Ce qu'ils ont apporté, c'est plusieurs caractéristiques, ces médias sociaux et ces réseaux sociaux en particulier. Le premier, c'est la notion de temps accéléré. En même temps d'ailleurs qu'il y a les réseaux sociaux et Internet au sens large, on a vu apparaître des médias d'information en continu, qui sont en parallèle. Et en fait, finalement, on a une forme de course à l'information en temps réel. Dans une crise de type industriel, une explosion, un incendie, les premiers tweets peuvent apparaître 10-15 minutes après l'émergence de l'incendie ou l'apparition de l'incendie. Et donc on voit bien qu'on est dans un temps très court, accéléré. Donc ça va avoir des conséquences en termes de gestion, de réaction ou pas d'ailleurs face à ces réseaux sociaux. La deuxième caractéristique qui vient perturber ce qu'on avait l'habitude de voir dans les médias au sens large, c'est le fait que l'info ne soit plus hiérarchisée. Avant, on avait des médias de référence. Quand un média de référence exprimait un point de vue, ça pesait plus que des médias qui étaient considérés comme mineurs. Aujourd'hui, c'est un peu une voix, un avis qui compte de façon identique pour tout le monde. Donc ça commence ça permet en tout cas des avis très variés qui s'expriment sur le net, sur les réseaux sociaux, avec, je dirais, la même importance. Et on voit bien des propos qui sont parfois issus de croyances, de rumeurs, de peurs, sans fondement scientifique, mais qui vont avoir un impact. La rumeur, typiquement, peut se répandre ainsi très rapidement. Donc ça va être une approche assez différente des médias. On avait quelques médias auprès desquels on s'exprimait. Là, potentiellement, on s'exprime auprès de tout le monde. Comment définiriez-vous, en seulement quelques mots, quelques adjectifs, la meilleure communication de crise ? C'est-à-dire quoi? Vous me demandez d'établir un top 5 des bonnes gestions de crise? 5 des bonnes gestions de crise. Alors, gestion de crise, on a eu des exemples récents de crises qui ont été, je dirais, plutôt bien gérées médiatiquement. Je pense par exemple à la crise liée au décès de M. de Margerie chez Total, où là on parle typiquement d'une crise accidentelle, dramatique, puisque le PDG de Total est décédé tragiquement en Russie, dans un accident d'avion. Et donc on a eu une information assez rapide du groupe, donc il y a eu ce qu'on disait concernant les médias a fait que rapidement l'information s'est diffusée, n'a pas été démentie par le groupe mais confirmée par le groupe très rapidement. Et ce qui a été important dans la gestion de cette crise-là, ça a été la notion de succession de M. de Margerie. Si vous en souvenez bien, de mémoire, ça a dû apparaître un lundi, oui. Et son successeur a été nommé le mercredi. D'accord. Alors vous imaginez bien que tout ça avait sans doute été anticipé en cas non pas d'un décès, mais d'un changement majeur au sein de Total qui aurait pu assurer la direction générale de l'entreprise. Et donc finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Un accident dramatique avec le décès de cette personne. Une information relativement bien gérée par l'entreprise, donc qui a fait état de ce fait. Après, il y a eu une enquête avec les autorités russes, mais ça c'est une partie séparée. Une information en interne également très rapidement. Et une succession qui s'est mise en place très rapidement, qui avait sans doute aussi été, comme je vous le disais, anticipée. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Une perturbation finalement minime dans l'entreprise. Tout le monde a sans doute regretté M. de Margerie, mais il n'y a pas eu de vacance de pouvoir, qui est quelque chose de très important dans une entreprise. Et donc la personne qui lui a succédé, qui en plus était issue de l'entreprise, a repris les commandes de l'entreprise dans un délai assez court. Forcément un style différent, chacun imprime son style, mais il n'y a pas eu de vacance de pouvoir. Et finalement, on se rend compte que l'entreprise Total a continué son activité, a sans doute aussi continué la stratégie qui avait été définie auparavant. Et ça s'est mis en place avec tous les impacts économiques, financiers, boursiers que l'on aurait pu imaginer, ne se sont pas produits. Donc il y a une forme de continuité de l'activité. Oui. Ça n'enlève rien à la tristesse du décès de M. de Margerie, à la fois pour l'externe et pour les salariés, et bien évidemment pour sa famille et ses proches. Monsieur Perron, je vous remercie pour toutes ces réponses qui, je suis sûr, intéresseront les internautes de Mediacom TV. Je vous souhaite une très bonne continuation. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker, à partager cette vidéo, mais surtout,
communiquer. C'était Philippe de Mediacom TV. Tchuss. Bon, des couches les plus jeunes développent une mentalité anti-média et en quelque sorte si le JT leur dit qu'il fait beau, ils sont persuadés qu'il pleut.